Je m'appelle Jean-Pascal Thierry, je suis consultant chez Xebia. Je travaille depuis début janvier avec Antoine sur un projet open source qui s'appelle Kodokojo. Moi, je suis absolument pas développeur front. Je fais du back. Oui, c'est un grand étonnement. J'ai deux raisons à ma présence ce soir. La première, c'est que Antoine n'a pas le droit de parler et que c'est lui qui avait fait le slide. Normalement, il a une belle voix de robot pour vous. Je m'appelle Antoine Le Texan. Je suis développeur full stack JavaScript chez Xebia depuis 2 ans. Je ne peux pas parler pour le moment. C'est pourquoi la speech API parlera à ma place. Piloter JS. Ça va être bizarre. Je vous préviens. Donc, afin de vous épargner 15 minutes de voix robotisée, j'ai décidé de lui prêter ma voix, d'autant plus que le sujet, je le connais bien, à savoir Docker, qui est une techno vraiment plutôt adressée au back-eux plutôt qu'au front, qui est assez peu connue du front. Donc, on va essayer de vous présenter en quoi Docker a pu nous aider à faire le développement front de notre application. Donc, Docker, c'est quoi déjà? Parce que moi, back-eux et beaucoup de back-eux, vous allez en entendre parler. Docker, Docker par-ci, Docker par-là, conteneur, Docker. Alors surtout, n'allez pas croire que Docker, du coup, quand vos backeux discutent de Docker, c'est ça. C'est absolument pas le cas. Hein. Ils ne sont pas en train d'essayer de se reconvertir dans la marine marchande. L'idée, c'est juste qu'ils utilisent une technologie qui s'appelle Docker, qui est effectivement basée sur l'isolation des ressources et des conteneurs. C'est pour ça qu'il y a un petit vocabulaire commun avec la marine marchande. C'est quoi Docker? Docker, donc, c'est l'isolation, c'est une surcouche à des technologies qui sont utilisées depuis déjà bien des années dans les noyaux Unix, à savoir les XC et les namespace. Ça permet de piloter tout un ensemble de technos qui serait plutôt assez compliqué à mettre en œuvre si on avait à le faire unitairement, via une simple API, des lignes de commande, voire même piloter ça avec du JSON, donc c'est assez pratique. Pour la petite anecdote, il y a possibilité de piloter du Docker avec du JavaScript. Bon, je ne l'ai pas fait, hein, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas un développeur front et je ne fais pas de JavaScript, perso. Les conteneurs ne sont pas de la virtualisation. On fait souvent le parallèle entre les conteneurs et la virtualisation, parce que on peut, de la même manière que pour une VM que vous avez sur vos infra de déploiement, j'imagine, les dupliquer autant qu'on veut, on pourrait faire la même chose avec des conteneurs et c'est isolé de la même manière. Donc il y a souvent des parallèles qui sont faits entre les deux. Il y a des similitudes, mais la grosse différence, c'est que les conteneurs n'ont pas besoin d'une couche de virtualisation, justement. En gros, comment ça se passe? En général, votre infrastructure va vous mettre à dispo des gros serveurs avec plein de CPU, plein de RAM, qui va découper par VM. Pour chaque VM, il y a un système d'exploitation qui va aller affecter et émuler des ressources à la VM, donc un sous-ensemble de ces ressources, donc CPU et RAM. Dire, voilà, j'ai une grosse machine avec 32 Go de RAM et 64 CPU. Je vais affecter 4 CPU sur cette VM-là et 2 Go de RAM, etc. Une fois que les ressources sont allouées, on va lancer un système d'exploitation et puis on va faire tourner nos applications dessus. Les conteneurs, c'est complètement. La grosse différence se fait à ce niveau-là, c'est que les conteneurs n'ont pas besoin d'un autre OS pour tourner, il n'y a pas d'émulation de ressources. Tout ce qu'on va faire, c'est isoler et cloisonner des ressources, mais on ne les émule pas. Ce qui fait que du coup, pour lancer un conteneur, c'est la vitesse de lancement d'un processus. Il n'y a pas de surcouche de virtualisation à créer. On peut communiquer avec Docker via deux moyens, donc soit des sockets Unix, c'est du fichier en gros, qui permet de connecter des processus derrière, soit une socket TCP si on lui demande gentiment de le faire, et c'est ni plus ni moins que du JSON derrière, avec du reste, et un peu de WebSocket. Alors, l'idée c'est, ok c'est bien Jean-Pascal, là tu viens de nous présenter un outil très back, très système, c'est génial, mais quel est l'intérêt dans du développement front? J'ai plus la main. Alors, quel est le principal intérêt? En fait, nous, là, on est parti sur du développement avec du JS, avec toute une stack et tout, c'était super. Antoine s'est bien embêté à mettre du Webpack, plein de trucs, tout un tas de frameworks que je connais absolument pas. Et puis, en 6 mois, on a changé genre 2 ou 3 fois de version de Node, pour des raisons diverses et variées, que je vous passe. L'idée, c'est que moi, au niveau de mon poste, par exemple, j'avais pas envie de réinstaller à chaque fois une nouvelle version de Node. Et puis surtout, quand on voulait tester, des fois ça marchait sur son poste, mais ça marchait pas sur le mien, parce que lui, un jour, dans son historique de ses Node modules, il avait une version qui était bonne, mais qui a changé entre-temps. Du coup, ça marchait chez lui, mais ça marchait pas chez moi. L'idée, c'était du coup d'utiliser Docker pour essayer de conteneuriser tout ça. On peut reproduire du coup
comment dire, notre pipeline de build sans avoir à avoir d'outils installés sur un poste à part Docker. En gros, l'idée c'est quoi? Une des promesses de Docker aussi, c'est de dire que je puisse copier-coller un zip qui est une image, qui soit identique et qui va pouvoir tourner sur n'importe quel type d'infrastructure, que ce soit mon poste de dev, un serveur en prod ou autre. Ça fonctionne, la seule contrainte c'est d'avoir la même architecture processeur et un noyau Linux. Du coup, l'idée c'était surtout, nous, ce qu'on cherchait, c'était de pouvoir faire toute la création du projet JS et que ce soit toujours reproductible, quel que soit le support sur lequel on fasse. C'est-à-dire aussi bien sur le poste d'Antoine que sur le mien ou sur un Jenkins, par exemple. Je vais laisser la parole à Antoine. Je m'appelle Antoine. Non, ça tu as déjà dit celle-là. Docker file de notre build en détail. Les étapes nécessaires. Créer une image de build avec la bonne version de Node. Copier nos sources dans le conteneur de build. Installer nos dépendances dans Faut que tu le mettes les conteneur de slides. build. Jouer dans le conteneur de build les tests. Si aucune erreur, builder l'application. Copier les fichiers buildés dans un dossier qui fournit le serveur. Packager l'application dans une autre image avec le serveur. Cette dernière image Docker pourrait être lancée via Docker, Docker Run ou Docker Compose. Ça fait plein d'étapes. Hein. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais au final, Docker nous facilite grandement la vie pour réaliser toutes ces opérations-là. Et on va essayer de vous montrer un peu comment on fait. Bon, on a un petit peu triché, on a utilisé des scripts bash pour essayer d'automatiser des appels à Docker. Voilà, parce qu'on aime bien ça. Et l'idée, c'est que ces mêmes scripts-là, on peut les réutiliser sur tous les environnements, du coup. Alors, hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Voilà, donc ça c'est le script, un des scripts SH qu'on utilise pour créer une première image qui va nous permettre de mettre tous les outils qu'il nous faut pour builder notre application et la tester. En général, vous avez plein de frameworks, et des frameworks des fois qui sont utiles que quand vous faites du dev et pas quand vous faites de la prod. Donc on va se créer une première image Docker dans laquelle on met ce qu'on a besoin pour faire notre environnement de test en fait, au final. Donc du coup, vous voyez, on retrouve des commandes que vous connaissez bien, le npm run. Alors vous voyez, là, il y a plein de if un peu bizarres partout, là. C'est juste que je teste à chaque fois les retours d'exécution, les codes d'exécution de ces commandes. Et on arrête le build si jamais on a une erreur. On a une erreur au niveau du install ou du test, et ben j'arrête le build à ce moment-là, et puis comme ça je sais qu'il y a un problème qui est apparu, quoi. Voilà, le npm run build, blablabla, bla, et à la fin, on fait une copie de la distribution, on la colle dans target. Pourquoi? Du coup, là, à la fin de l'exécution de ce script, en gros, qu'est-ce qu'on aura? On aura installé toutes les dépenses du projet, déroulé les tests, fait le build, créé l'application, enfin votre bundle d'appli, je ne sais plus comment vous appelez ça, votre package, quoi, et puis on le colle dans ce dossier-là. L'idée, c'est qu'après, on va le réutiliser, on va utiliser ce truc qui est construit, qui a été testé, et on va l'intégrer dans une autre image Docker, dans laquelle on va par contre là faire le run de notre application. Voilà, c'est l'image qu'on déploierait en prod, pour faire tourner réellement l'application, et que ce qu'on a besoin pour faire tourner l'application dedans. Et typiquement, pas tous les frameworks de test, par exemple. Donc ça, c'est l'image Docker qui nous sert à injecter, où on retrouve l'appel à build.sh qui est ici, là. Et avant ça, on a juste hérité d'une image Docker qui contient déjà les binaires nodes. Donc quand je fais un from node dans la version que je veux, là, je sais que dans mon image Docker, j'aurai un node dans la version que je veux. Le jour où je vais passer en version 10, 10.2, j'en sais rien, j'ai juste à changer le numéro de version. Voilà. En gros, normalement, ça marche à peu près comme ça. Delta, la compatibilité de vos frameworks JavaScript, mais bon, soit. On peut définir des variables d'environnement. Alors ça, c'est pour vos trucs aussi en JS, en interne aussi, en général, vous en avez besoin. On définit un dossier dans lequel on va travailler pour les futures commandes. On exécute notre script de build. Enfin, on l'ajoute à l'image, on le rend exécutable, et tout à la fin, normalement, voilà. On dit en fait que quand on exécute la commande Docker, je veux qu'il exécute le script build.sh. Voilà. Toc. Donc là, c'est juste pour les slides, mais c'est un rappel du Dockerfile qu'on vient de voir. Donc là, après avoir packagé toute l'application, vous avez besoin, a priori, pour vos applications Node, de rajouter un package.json. Donc là, vous définissez vos dépendances et certains paramètres d'exécution. Je te précise, je ne sais plus si tu... Il est là. Je l'ai vu.
Voilà, donc ça, je pense que je ne pourrais pas les décrire, je pense que ça vous parle plus que moi. Voilà, back to the... Hop. Voilà. Voilà, et dans un deuxième Dockerfile, du coup, on va juste lui donner les instructions nécessaires pour embarquer le code qu'on a produit, plus deux, trois trucs d'environnement, dont le package.json. Donc, on va hériter de Node. Je vais dire que mon espace de travail, c'est dossier app. Je vais copier le dossier courant, donc tout ce qu'il y a dans mon dossier courant là, je vais le copier dans le dossier app. Et je vais lui dire que je vais faire un run de npmi. Donc, a priori, ça installe toutes vos dépendances pour votre run cette fois. Je vais juste dire à Docker que j'expose un port, que je suis intéressé pour écouter un port particulier sur mon conteneur qui est le port 80. Et là, je vais définir un entry point. Donc, c'est une commande par défaut qui va être exécutée en mode détaché, sur mon conteneur, à savoir npm run start. Et ça, a priori, cette commande-là, c'est censé aller voir le package.json et lancer notre super serveur HTTP en Node. C'est ça, hein? Ouais. Voilà, donc ça, c'est un script de build.docker.sh qui va résumer les deux opérations faites et qui les imbrique. Donc là, c'est la commande donc, docker build. Donc là, j'exécute réellement le docker, entre guillemets, pour builder les docker files que je vous ai présentés juste avant, là, qui va embarquer tous les outils pour faire les tests. Là, je récupère son ID. Passons. Là, je copie les sources dans le conteneur. Je starte le conteneur, donc là, je fais réellement le build avec tous les outils de build. Je récupère le résultat, je le mets dans un dossier Docker Delivery. Je regarde le résultat d'exécution. Là, je tue le conteneur qui a créé le build parce que sinon ça me prend de la place et c'est un peu embêtant. Je vérifie le résultat d'exécution de tous ces tests. Et enfin, je crée concrètement l'image de prod de mon application en faisant encore une fois un Docker build. Ouais, je t'en prie. Donc, démo. C'est ton script dans ton shell, non? C'est sûr que c'est dans ton speech, hein. Je sais pas si c'est... Alors, si j'ai bien compris, il a créé une tâche dans npm qui va lancer le script que je viens juste de vous présenter. Donc là, on voit la trace de Docker qui fait le build de la première image qui va embarquer tous les outils pour faire le test de l'application. Là, on voit qu'on installe, qu'on fait le npm install. Donc là, on va récupérer la terre entière pour récupérer tout ça. Donc, c'est à chaque fois reproductible. Vu que je pars de zéro à chaque fois, cette étape-là, on va la récupérer à chaque fois. C'est vrai que ça peut paraître un peu embêtant, mais l'avantage, c'est que du coup, je suis toujours sûr que les versions que j'ai actuellement, ça sera toujours celle-là. Je n'aurai pas de problème d'historique, de cache, de tiens, moi sur mon poste ça marchait, pas sur le tien parce que justement j'ai cette histoire d'historique. Là on reprend de zéro à chaque fois quelque part. Bon, voilà, hein, encore une fois ça se télécharge. Non mais vas-y, reste. De souvenir, c'est pas trop long. Alors toutes ces opérations-là qu'on est en train de faire, vu que c'est dans du conteneur Docker, nous par exemple sur Kodokojo, on a tout remis tout ça dans un Jenkins, et c'est un Jenkins qui fait tout ce build-là en automatique en réponse à un push sur GitHub, par exemple. Donc tous les tests qui ont été mis en place par Antoine pour faire du BDD, du test de couverture de ligne, du linting, je sais pas quoi, enfin tout ce qu'il a dans sa batterie de test, à chaque fois c'est tout rejoué sur notre environnement de CI. Et le résultat, voilà les tests, voilà, donc là on a déroulé les tests, et là on construit l'image qui va réellement faire tourner notre application. Voilà. Le résultat, c'est qu'il a donc construit une image Docker qui est partageable et que moi je peux récupérer backeux, voilà, et que j'ai pas besoin de savoir comment il a construit. J'ai juste à faire un Docker run comme il va nous le faire bientôt là, pour pouvoir moi exécuter son front. J'ai pas besoin de savoir comment fonctionne Node et j'ai même pas eu besoin d'installer Node d'ailleurs, ce qui est plutôt sympa. Alors ce qui est vrai pour le front, c'est aussi vrai pour le back, hein. Moi derrière j'ai une stack avec du Redis, des bases de données, tout ça. Lui il démarre toute notre infrastructure de la même manière avec du Docker et il n'a pas besoin d'installer toutes ces technos sur son poste. Donc là, on voit bien que l'image, elle vient juste d'être construite, là, hein, 25 secondes. Voilà, et il va la démarrer. C'était gentil. T'es pas dans le bon, donc tu es bon pour la retaper. Donc voilà, on voit une belle commande de Docker Run,
avec l'ouverture de port et le nom de l'image. Ah, il n'est pas encore trop habitué avec les commandes, mais ça vient. Hein? On va demander. Demander. Non, non, tu vas trop vite. Demander, mon P. 80-81, 2.81. Voilà, espace. Le nom de ton image. Donc là, on est en train de dire qu'on va tourner en mode détaché, c'est-à-dire qu'en gros, on va lancer le processus, il va vivre sa vie tout seul. On va ouvrir le port 80-80 de notre host vers le port 80 de notre conteneur. Ce conteneur, c'est celui qu'on a dit que notre serveur HTTP allait écouter. Il faut que tu mettes le tag bottom. Hop, 2 points, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Voilà. Voilà, donc là, normalement, ça s'est bien passé. Donc on voit que j'ai un conteneur qui tourne avec l'image qu'on vient de construire depuis 3 secondes et qui est bindé. Du coup, je crois que si tu peux même leur montrer que ça tourne. C'est l'autre image, c'est l'autre net. Ouais. CTRL P, CTRL T, tu sais. Voilà. Bon, je crois qu'on ne vous la présente plus celle-là. A priori, c'est pas la première fois que vous la voyez. Mais celle-là, du coup, elle est conteneurisée. Voilà. Je reviens sur la presse vite fait. C'est l'autre tag. Hop. On va y arriver. Conclusion. Parce qu'il est temps. Conclusion, avec ce que je vous expliquais, voilà, nous on a été capable de mettre ça dans un Jenkins. C'est mon Jenkins, j'ai pas installé tout Node, j'ai pas installé Redis, j'ai pas installé Java, j'ai rien installé tout ça, juste installé Docker. Et Docker me permet d'aller tirer des images qui contiennent déjà plein d'outils, plein de techno. Et si jamais vous ne trouvez pas une image qui vous convienne, vous pouvez faire la vôtre. Et c'est assez simple, il y a juste à faire le Dockerfile, comme on l'a vu. Ça peut être super utile pour tester et monter de version, comme je vous l'ai dit, on a monté de version en Node, on a pu tester assez simplement, sans avoir à se prendre la tête, à savoir est-ce que j'ai des variables d'environnement qui sont bien installées, etc. Alors moi, j'ai pas fait beaucoup de Node, mais j'ai fait un peu de Ruby, et installer Ruby sur une machine, c'est un peu compliqué, alors que pouvoir tester ça dans un conteneur, c'était quand même plus sympa. Voilà, deux, trois trucs voilà, qui sont quand même bien. C'est complètement reproductible, c'est-à-dire que le build qu'on vient de faire sur la machine, si je le faisais sur un Jenkins, il aurait le même comportement. Et ça, c'est plutôt cool. Et surtout, c'est que l'image que je vais avoir produite, que je vais partager, je peux la faire tourner sur n'importe quel environnement. Dev, intégration, UAT, prod, c'est la même, je ne la reconstruis pas à chaque fois. Et je peux la qualifier en plus. Bon, c'est un peu l'idée que je viens de développer. Voilà, c'est l'URL donc pour aller sur Docker Toolbox si vous voulez installer Docker sur votre machine, hein, bien sûr. Voilà. Merci, est-ce que vous avez des questions ?